Salut à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je salue bien entendu l'émission précédente, le libre journal de géopolitique profonde, animé par l'excellentissime Nicolas Stocker. Il recevait Monsieur Cyril Gaucher, qui est de droite, hein, malgré qu'il soit quand même gaucher, donc il est totalement de la droite. À droite LR, mais bon, il en ressortira, on le sait tous. Je salue évidemment la sublime, la magnifique Virginie, qui est présente tous les samedis et qui réalise magnifiquement bien ses libres journaux du samedi matin. Je salue, alors bien entendu, Patrice. Patrice est là, il est revenu de Catalogne, bronzé et beau. Il a la plus belle écriture de Radio Courtoisie. Il va prendre vos téléphones, vos nombreux coups de fil, on le sait. Parce que le sujet d'aujourd'hui va faire réagir, je le sens. Le sujet d'aujourd'hui, c'est: est-ce que l'on va vivre dorénavant avec la variole du singe, la nouvelle crise sanitaire? Est-ce qu'on va porter des jolis masques? Est-ce qu'on sera confiné? Est-ce que l'on aura des QR codes, des passes, des suspendus, etc. On a eu des QR codes au JO. Est-ce que c'était l'introduction pour la variole du singe avec les gens qui nous gouvernent entre nous? Ben, on ne sait pas, c'est fort possible, hein, c'est possible. Il ne faut présager de rien dans leur folie. Et pour cela, je reçois un auteur littéraire, mais qui a écrit dessus, enfin, pas sur la variole du singe, mais qui a été de tous les combats du pass contre le pass sanitaire, notre ami Frédéric Andreu, et il a ce livre, un très beau livre, Les Suspendus, chronique de l'insurrection qui vient. Bonjour cher Frédéric, comment allez-vous? Oui, bonjour cher Mike, bonjour chers auditeurs. Oui, je vais très bien parce que je suis loin des grandes villes, dans un petit village de l'Est de la France, et il y a l'eau du canal qui coule à côté, qui chante à mes oreilles, et tout ça m'enchante, tout à fait. Bah, visiblement, pour Tout va bien. vivre heureux en France, avant on disait heureux comme Dieu en France. Ben là, vraiment, c'est heureux comme Dieu en France, sauf Paris. Voilà, c'est-à-dire Euh, la France est un territoire très important, très grand, et il y a quand même des endroits où se réunissent des gens, d'ailleurs, de toute l'Europe, hein. Je vois dans les petits villages de l'Est de la France, sont peuplés de gens qui sont saturés de problèmes et qui viennent se réfugier dans ces petits villages où l'immobilier est encore assez abordable. Et donc, on voit, nous, ici, vraiment les effets secondaires de notre temps, voilà, de notre époque. Alors, votre livre a un sous-titre: Chronique de l'insurrection qui vient. Est-ce que vous pensez sincèrement que nous sommes dans un temps insurrectionnel? Alors, oui, je pense qu'il y a quelque chose de tectonique dans notre époque, vous voyez, comme les plaques tectoniques. Hmm. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on est dans le temps court souvent le temps médiatique ou le temps assez réduit. Mais sur le long terme, on verra notre époque comme une période de mouvement de plaques tectoniques. Donc, les Gilets jaunes ont été une effusion, mais nous sommes dans une période, et on peut très bien d'une minute à l'autre, comme ça, vivre des moments comme ça insurrectionnels. Mais ça prend différentes formes. C'est sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur le plan mondial, parce que les règles sont en train de changer. Et oui, alors, je voudrais dire aussi, si vous permettez, cher Allez-y. Mike, un mot sur le titre lui-même. Là, vous avez souligné le sous-titre, mais le titre, c'est Les Suspendus. Parce qu'il me semble que je ne pouvais pas mettre autre chose que ce titre, parce qu'il me semble que l'un des marqueurs de notre époque, de notre temps, c'est justement la suspension. Nous sommes suspendus, alors, sur différents plans. Ce soit suspendu à une décision administrative. Plein de gens vivent comme ça dans l'attente d'une décision. Bon, il y a aussi les suspensions au sens propre du terme, les professeurs suspendus,
les médecins suspendus, etc. Et c'est pas seulement sur ce plan-là. Quand on lit, par exemple, le livre de Aude de Kéros que je vous ai amené, L'imposture de l'art contemporain, on découvre que dans l'art contemporain, mais surtout conceptuel, la stratégie du système consiste à nous maintenir dans un état de faille cognitive. C'est-à-dire, on est face à une œuvre d'art on ne sait pas d'où ça vient, et ça n'est pas vraiment de l'art parce qu'on ne peut pas déclencher ce phénomène comment dirais-je, de contemplation qui devrait être le cas de tout art pour élever notre âme, mais on est au contraire en état de suspension et de faille cognitive. Faille cognitive, je crois que c'est un terme que Aude de Kéros utilise. Aude de Kéros est connue chez les auditeurs de Radio Courtoisie parce qu'elle est aussi une patronne d'émission. Et je crois que l'art conceptuel donne un peu le là de notre époque. Vous voyez, Est-ce que ça signifie qu'en réalité, nous tous, alors on a suspendu les soignants à une époque, mais que nous tous en réalité, soignants, pas soignants, quelle que soit la position que nous sommes dans ce pays, bon, sauf peut-être Monsieur Bernard Arnault et ses acolytes, est-ce que ça signifie que nous sommes en réalité en sursis? Oui, on peut trouver, alors évidemment, on peut trouver plusieurs termes. Moi, je parle de suspension parce que c'est à prendre au sens figuré, au sens propre. Être sursitaire de quelque chose, effectivement aussi, dans la mesure où des décisions peuvent être prises sans qu'on en ait on n'en ait aucun choix, on n'est pas partie prenante. Et donc, on est des sursitaires. Regardez les élections législatives. La décision a été prise comme ça, de manière autoritaire et extérieure à nous. Et là, tout d'un coup, tout le pays a dû se organiser à la va-vite des élections. Nous sommes sursitaires suspendus, les deux, parce que tout va très vite et le temps traditionnel, le temps des saisons n'est plus perceptible. On est dans un temps qui est de moins en moins organique. L'art est elle-même, de Kéros dit bien, on est dans un temps mécanique et les choses peuvent s'arrêter comme une machine qui s'arrête, qui repart, C'est important que vous ayez ouvert cette parenthèse et n'hésitez pas, chers auditeurs, à envoyer des commentaires. On va les lire, à envoyer des questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Patrice est là d'ailleurs, donc vous pouvez le faire travailler. Là, il n'a pas travaillé pendant 2 semaines, il a besoin d'un peu d'activité. Est-ce que vous trouvez quand même bizarre, cher Frédéric, que dans le pays dit de la liberté, voilà, nous soyons tous sujets à une décision administrative, à une décision d'un politique, à, je sais pas moi, Madame Hidalgo qui va créer un nouveau passage, je sais pas moi, sur le périph', à X ou Y qui nous dit quoi faire. C'est quand même bizarre, quoi, non? Et pourtant, notre peuple, si épris de liberté, eh ben accepte toutes ces décisions. Oui, je crois que le problème vient de loin. La Révolution française a mis au pinacle des concepts, liberté, égalité, fraternité, tout en, comment dirais-je, en nous retirant les conditions de ces concepts. Je veux dire, la liberté sans souveraineté, elle n'existe pas. Alors là, on est dans une liberté, oui, on est encore libre apparemment, on n'est pas apparemment dans une dictature, mais on n'a plus de souveraineté ou très peu. Donc, et ça remonte à loin déjà. Hein. Simplement, le système fonctionne par étapes. Ça, à mon avis, c'est très important de ne pas. Donc, de prendre de la distance. D'ailleurs, moi, je prends de la distance. Je ne vis pas sur Paris. Je viens à Paris mais, de temps en temps, mais je n'y vais pas. Je prends de la distance. Je ne suis pas les yeux collés sur le mur. Et grâce à cette distanciation, on a déjà une arme. C'est-à-dire qu'on peut repérer les étapes du système. C'est très important de voir que, comme vous dites, oui, est-ce que c'est normal? En fait, ce que nous vivons aujourd'hui n'aurait pas été normal il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et dans 20 ans, on se dira, ah mais ce qu'on vivait il y a 20 ans, ça nous paraissait
incroyablement comment dirais-je, Répressif. moins coercitif, moins répressif. Je veux dire par exemple, est-ce que j'ai le temps de développer? Allez-y, bah oui, mais on a le temps, on a 1h30 pour ça. Allez-y. Voilà, alors, je donne un exemple précis, puisque c'est un exemple de circonstance. Nous venons d'assister à des Jeux Olympiques qui, par ailleurs, ont été admirablement bien organisés, pas de problème d'attentats, tout ça. Bon, les forces de l'ordre ont été impeccables. Comment dire, les sportifs admirables. Mais on a vu aussi, au milieu de tout ça, des éléments, des inserts comme ça, des petits spectacles, des tableaux qui nous ont été imposés avec des drag queens, etc. Et bon, je reviens pas là-dessus, ça a été énormément commenté, mais ça sera encore plus commenté quand on aura de la distance. Et on se dit que, imaginez dans les Jeux Olympiques de 2124, on aura en compétition des androïdes, des hommes augmentés et des humains. Voilà. Et ces catégories qui seront plus des catégories sexuelles, donc LGBT, mais ça sera la machine aura réussi son aboutissement et on aura des nouvelles normes sociales où il y aura les hommes hybrides, machine-homme, avec la réalité augmentée, etc. Il y aura des robots performants et puis il y aura des êtres humains. Et il y aura donc ces 3-4 catégories. Et on aura compris alors, dans, je sais pas, 100 ans, que le LGBT préparait à cela. Vous voyez, donc. Alors, attendez, ça veut dire que. Alors, c'est ce que vous dites, c'est tragique, parce que ça veut dire qu'en fait, le combat que nous menons contre ces idéologies, eh ben, on l'a perdu. Si dans 100 ans, on aura les hommes augmentés, les androïdes et les transgenres augmentés ou que sais-je, oui. On aura perdu. Non, parce qu'il y aura toujours des... Vous savez, dans les films de science-fiction, il y a toujours des... Même les films d'anticipation, il y a toujours des héros qui interviennent et qui viennent changer. Le temps est toujours tragique. Il faut un des moyens de résistance, c'est justement de manifester une âme tragique et se dire que rien n'est complètement écrit, même si c'est vrai que moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le spectacle de la société du spectacle qui nous maintient en suspension, on est sursitaire, pour reprendre votre terme, mais derrière, il y a une mécanique qui, elle, fonctionne par cliquet, par étapes. Et c'est vrai que l'une est faite pour cacher l'autre. Voilà. Et donc, mais il y aura toujours des zones de résistance. Déjà aujourd'hui, puisque moi je vous dis, je vis dans des petits villages de 300 habitants où viennent se réfugier déjà des gens qui ont plus ou moins inconsciemment compris que leur vie était justement sursitaire. Et puis alors, ce ne sont pas des gens forcément qui ont des problèmes financiers. Certains ont quand même de l'argent, mais ils changent leur vie. Et ce n'est pas, et c'est même des élites. C'est-à-dire que évidemment, on est toujours amené à un peu dans une théorie un peu complotiste, à croire que c'est les élites contre le peuple, enfin des élites autoproclamées et hors sol contre le peuple. Mais ces élites elles-mêmes, elles vivent bien sur Terre. Elles ont des enfants à l'école, elles ont peut-être des garde-fous, peuvent aller en vacances à Haïti, enfin plutôt à Tahiti. Ouais, à Tahiti, parce qu'à Haïti, je ne conseille pas. Non, non. Enfin, il y a les élites américaines ont des îles comme ça, des endroits. Mais quand même, la vie est difficile parce que eux, ils sont soumis à des emplois du temps de folie, ils ne voient jamais leurs enfants, etc. J'ai connu ces gens j'ai rencontré, j'ai croisé ces gens, on va dire, des élites mondialisées. Il ne faut pas croire qu'ils vivent des vies faciles non plus. Donc en fait, on est tous plus ou moins pris dans une machinerie, dans un mécanisme. Il n'y a pas vraiment de vainqueur, sauf la machine. Et ça, je ne le tiens pas de ma propre réflexion. Vous avez de multiples philosophes qui l'ont montré, ça. C'est-à-dire que c'est la technicité du monde qui est la machine? Qui contrôle la machine? Est-ce qu'on le sait, ça? Le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, un jour, et ça, c'est prévisible à court terme, la machine sera autonome. C'est-à-dire que les Monsieur Soros, les Schwab
et peut-être les familles, je sais pas moi, Rockefeller et compagnie, Gates et tout ce que vous voulez, Rothschild, etc. Peut-être que eux-mêmes jouent un jeu dangereux et seront remplacés par la machine qui se débarrassera d'eux, pour le coup. Oui, c'est peut-être un peu des apprentis sorciers qui ont un pouvoir, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Et il y a bien Guy Debord a montré qu'il y avait bien un pouvoir cybernétique et auquel, si vous voulez, l'illusion, c'est de croire que si on changerait tel chef d'État ou tel, on arriverait à tel à mettre en prison 10 personnes sur Terre qui sont les plus connues, ça changerait quelque chose. En fait, ça changerait apparemment, mais dans la mesure où la machine est le centre de rotation, c'est-à-dire le cyber-pouvoir de la machine est lui-même le centre de rotation, tout tourne autour de lui, un peu comme un soleil, si vous voulez. Un peu comme si le système solaire, le soleil était remplacé par une machine, et les planètes continuent à tourner autour, et quoi qu'elles fassent, elles sont absorbées par sa mécanicité. Donc, il y a quelque chose de cybernétique. Évidemment, il y a des degrés dans la responsabilité. Il est sûr que un banquier international ou autre, il a beaucoup de pouvoir dans ses mains. Mais lui, il vit son intérêt individuel. Mais à un moment donné, ça peut, le système peut comment dirais-je, se retourner contre lui. Donc, je sais que beaucoup d'enfants de ces gens que vous citez, les enfants qui vivent dans ces milieux, j'en ai rencontré moi-même, parce que j'ai été, à un moment donné, je dois vous dire, dans la vie, il faut faire des expériences et pas seulement vivre dans sa tête. Mais j'ai été bénévole il y a une dizaine d'années, dans un centre aéré, une colonie de vacances pour milliardaires. Donc je les ai vus arriver, tous les fils de milliardaires, avec des valises pleines de dollars. Et c'est des gens qui vivent eux-mêmes une situation de... Ils sont ballottés à droite à gauche, ils ne voient jamais leurs parents, ils ont des problèmes psychologiques, et on est dirigé par ces gens-là, qui sont des gens suspendus eux-mêmes psychologiquement, qui ne savent pas la valeur des choses, et ils ne vivent pas des vies enviables, parce qu'ils sont des gens hors sol. Un jour, ils sont à New York, le lendemain, ils sont à Delhi, le surlendemain, ils sont à Paris, et ils sont en suspension, même physiquement, c'est-à-dire toujours ce sont des gens qui vivent dans les aéroports, vous voyez. Et donc, à un moment donné, même eux se rendent compte, vous voyez, de la supercherie du système. Ah, auditeur, question d'auditeur. Allez-y, continuez. Oui, parce que si vous voulez, dans l'être humain, il y a des invariants anthropologiques. Vous voyez, nos pieds sont faits pour marcher sur Terre. Notre système respiratoire ne peut pas respirer autre chose que de l'oxygène. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, les invariants anthropologiques, eux, ils sont là. On peut pas les remplacer, sauf la machine. Je vous dis, dans les films de science-fiction, on voit de plus en plus par exemple, moi, je suis un admirateur de Christopher Nolan. Et Christopher Nolan a fait de très beaux films d'anticipation où les temps, d'ailleurs, les différentes séquences s'entrechoquent. Et parfois, il commence par la fin du film, après, il revient au début. Et il y a un film qui s'appelle Transcendance. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Dans Transcendance, l'inventeur de l'intelligence artificielle, lui-même sentant sa fin arriver, donc il est malade, il parvient à rentrer dans l'ordinateur. Et donc, il finit par rentrer lui-même dans l'ordinateur et il devient un esprit qui est doué des pouvoirs de l'intelligence artificielle. Et il contrôle une partie du monde. C'est ce que dit le bon docteur Alexandre, qui nous a expliqué très récemment qu'il voulait que son esprit soit téléchargé dans un cloud, et comme ça il pourrait vivre éternellement dans un cloud. Alors il n'a pas dit si c'était un cloud Apple. Alors attention si vous voulez vivre dans un cloud, parce que c'est pas gratuit, hein, c'est payant, hein, et je ne sais pas comment les esprits payent. Donc attention, bon Alexandre, c'est pas aussi, ce sera pas aussi simple pour vous, hein. Dites-moi, voilà, on a eu cette... on va pas parler niveau médical, c'est parce que vous et moi, nous sommes pas scientifiques, mais on a eu cette crise sanitaire. Voilà, elle a duré 3 ans.
Vous avez été vous-même militant contre les soignants, enfin, pour que les soignants soient évidemment réintégrés, contre le pass sanitaire, vous avez fait les manifs, etc. etc. Là, avec l'arrivée de cette... Enfin, l'arrivée de cette variole du singe, en tout cas l'arrivée dans nos médias de la variole du singe, on ne sait pas si elle est vraiment arrivée, mais en tout cas dans les médias, elle est là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une suite, voilà, d'une crise sanitaire numéro 2, comme Rambo 2? Oui, mais j'irais même au-delà. Je Allez-y. dirais que tout ce qui peut arriver dans notre époque de spectaculaire, spectral et spectaculaire, tout ce qui peut arriver, que ce soit les attentats, que ce soit une guerre avec la Russie, que ce soit un nouveau un variant ou un nouveau virus, tout ça sert de spectacle. Et tout ça pour éviter de voir les vrais problèmes. C'est toujours en fait, je pense que c'est dans le logiciel du libéralisme. On a besoin d'une fiction narrative. Voilà, c'est ça le terme. Une fiction narrative qui occupe toujours les esprits et pour nous maintenir en suspension. Mais là, on parle évidemment depuis quelques jours c'est ça, d'un virus venant d'Afrique. Mais demain, ça pourrait être la menace d'une arme russe pour nous faire peur. Alors que la Russie ne souhaite pas autre chose que de rester souveraine. Bon, c'est ça, c'est comme ça. Après, ça pourrait être autre chose, n'importe quoi. Je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur est-ce qu'on va revivre la même chose. Mais en fait, le système a besoin de quelque chose. S'il n'existe pas, il l'invente. Vous voyez. Donc après, ça pourrait être très bien des arrivées d'extraterrestres. Évidemment, il y aura dans les films de science-fiction, il y a souvent la menace extraterrestre et voilà. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses pour remplir, pour maintenir les gens en suspension. Je crois que le terme de la suspension à différents niveaux de sens est vraiment un marqueur de notre temps. C'est-à-dire que là, j'imagine que le libéralisme remarque, enfin en tout cas l'état profond, on va dire, voilà, l'état profond remarque que les gens sont un peu en train de bouillir et que peut-être ça peut être dangereux pour eux, et ils se disent, voilà, inventons, créons un nouveau récit. Oui, c'est une fiction narrative, c'est ça. Donc voilà, on invente quelque chose, même si ça existe. C'est-à-dire que il est évident que des virus existent. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais on met le système médiatique va mettre la loupe sur un virus quelque part parce que le temps médiatique l'impose pour créer une nouvelle menace. Voilà, pour que les gens aient peur et elles soient justement en suspension. Alors donc, on vit comme ça, au Mais- rythme de oui, cette chose. mais Mais ces fameux gens, ça fait quand même 30, 40, 50 ans que ces scénarios sont écrits, sont réalisés sur nous, quoi. Voilà. Donc, mais au final, ces fameux gens acceptent la rédaction de ces scénarios et acceptent d'y être des acteurs passifs de ces scénarios. Ça, est-ce que vous le comprenez, ça? oui, oui, je pense que je suis d'accord. Tout dépend le niveau d'interprétation qu'on prête aux choses. Euh, euh, voilà, il y a des gens qui ont prévu, ça on le sait maintenant, hein, qui avaient prévu des scénarios de confinement même avant que ça arrive. Voilà, et est-ce qu'ils le souhaitaient que ça arrive ou au contraire ne le souhaitaient pas? Ça, c'est un niveau d'interprétation. Il y a effectivement tous les scénarios possibles déjà écrits. Euh, Ensuite, il y a une cybernétique du pouvoir, qui est un niveau, un octave de compréhension autre, qui nous permet euh, de comprendre qu'eux-mêmes sont pris dans un système. Alors, Voilà. que- Je veux échapper, si vous allez-y. voulez, à mon idée. Je voudrais dialoguer avec les téléspectateurs, puisqu'on c'est une radio, mais on est filmé, donc ce sont des téléspectateurs et pas seulement des auditeurs. Je voudrais juste échapper à la théorie du complot un peu simpliste. Vous voyez ce que je veux Dans dire? C'est quel que sens, dites-nous? je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui prévoient des choses, mais ce que je dis, c'est qu'eux-mêmes sont pris dans une logique qui les dépasse. Voilà ce que je veux dire. Donc il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs engrenages
il y a plusieurs courroies de transmission. Et je vous dis, moi je les ai rencontrés, c'est pas seulement dans ma tête, mais je les ai vraiment rencontrés. Ces gens qui sont de ce qu'on appelle les élites mondialisées, qui sont, ils parlent quatre langues, ils sont pas d'un pays véritablement. La planète leur appartient, ils voyagent, ils gagnent des sommes astronomiques. Mais ce sont des gens qui sont blasés, ce sont des gens qui ne vivent pas non plus une vie satisfaisante. Et certains, on verra de plus en plus, je pense, certains ou des gens qui se reconvertissent, qui changent aussi. Bah alors, Parce que vous qui les connaissez, alors du coup, vous qui les connaissez, et j'ai rencontré enfin, vous qui en avez rencontré en tout cas, voilà, vous avez rencontré, vous savez qu'ils sont blasés. Vous savez qu'ils sont blasés. Quel est, du coup, pourquoi ils font ça? Quel est leur objectif final en réalité? Si en réalité, si ça ne les, si dans la vie, ça ne les rend pas heureux parce qu'ils ne sont pas immortels, ils n'ont pas plusieurs vies, comme nous tous ici, ils vont un jour mourir. Quel est en fait leur objectif final? Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils héritent, ce sont des héritiers. Tout simplement, ce sont des héritiers de quand vous Ils sont programmés pour ça, pour le faire. En fait, c'est une forme. En fait, c'est un instinct animal qu'ils ont, c'est ça? C'est simplement quand votre père est président d'un réseau de banques internationales, ben vous êtes sommé d'être au minimum un avocat international ou quelque chose que vous pouvez pas être jardinier, si vous voulez. Ça se fait pas. C'est pas dans l'héritage. Mais et donc certaines personnes, j'ai plus le nom en tête de cet Américain là qui est parti prendre le verre, comme on dit, enfin. Et qui est voilà de ce milliardaire là qui complètement changé sa vie, qui est allé vivre dans une forêt. Bon. Mais je crois que non, c'est tout simplement un milieu social. Vous héritez de tel format d'existence. Vous savez que vous êtes pris dans un milieu social de relationnel. Et ces gens se fréquentent entre eux. C'est l'hyperclasse mondialisée. Ça. Moi, j'ai rencontré les enfants. Mais à un moment donné, j'ai eu, donc, dans un hôtel 5 étoiles, c'était $5 000 la semaine, le prix pour payer, pour s'occuper des enfants dans un centre aéré pour milliardaires. Je l'ai fait. Village Camp, ça s'appelle. C'est pour les anglophones. Je suis anglophone. Et mais j'ai reçu à un moment donné des enfants qui étaient insupportables. On n'arrivait pas à les canaliser. Ils avaient 8 ans et ils étaient en dépression parce qu'ils ne voient jamais leurs parents. Les parents comblent le manque affectif, parce qu'ils ont le manque parental avec des jeux, voilà, des centres aérés, des choses comme ça, mais ça ne comble pas l'enfant. Et donc, au fond, eux-mêmes sont quelque part, je dirais pas des victimes, parce que j'irai pas jusque-là, mais enfin, ce sont des gens zombifiés qui dirigent certes les grandes structures internationales, les réseaux de banques, les grands trusts internationaux. Il y avait aussi le fils de l'émir du Qatar, et il était à côté. Je m'occupais de lui, alors j'ai vu. Et ce sont des gens qui sont ils sont suspendus, voilà, eux-mêmes. Ils ne voient. Et le problème, c'est qu'ils ont vraiment des troubles psychologiques. Ce qui explique aussi le mondialisme est dirigé par des gens qui sont intelligents, qui sont formés dans des écoles spécifiques, mais qui sont aussi très instables. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je ne vais pas donner de nom, mais en France, il y a quand même un certain nombre de dirigeants qui sont très instables. Je ne vais pas jusqu'à donner le nom. Et qui sont psychologiquement instables. Bon, je pense on sait de qui monsieur parle. Voilà, donc ils peuvent prendre des décisions surprenantes comme ça, et puis ils vont enrober tout cela par un vocabulaire, un format de langue qu'on leur a appris, mais qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Je veux dire, ils utilisent des mots qui sont des codes comme ça, et voilà. Bon, bref, c'est malheureux, mais on est dirigé par des adolescents instables qui sont voilà, on a changé d'époque avec il y avait un temps où il y avait les grands patrons d'industrie. Oui, il y avait la notion de paternalisme. Et au 19e siècle, c'est déjà une période d'hypermodernité, mais déjà un renoncement à la nature, à la terre. Mais au moins, ces dynasties-là étaient des gens qui s'inscrivaient dans une tradition.
Dans tous Et les cas, aujourd'hui, euh, les adolescents suspendus. Psychologiquement. si ces milliardaires nous écoutent, qu'ils sachent qu'à Radio Courtoisie, nous sommes aussi en manque d'affection et nous prendrons, s'ils le souhaitent, leur argent en gardant évidemment notre indépendance totale dans la rédaction. Voilà, pour combler notre manque d'affection. Voilà, nous l'accepterons, hein, évidemment. Alors, question, ne vivons-nous pas dans le règne de l'imposture totale? Les vrais résistants à l'invasion américaine par le nord et africaine par le sud pour arriver à la variole du singe, la crise sanitaire, l'actuel vrai génocide, celui des peuples par métissage, n'étaient-ils pas nos compatriotes européens, allemands? Les mensonges multiples et variés de la propagande de guerre, des collabos, des vainqueurs, ne finiront-ils jamais? Je crois que tout est dit. C'est une question-réponse. Voilà, il y a des éléments. C'est difficile de développer. Moi, je suis porteur d'un nouveau concept qui est celui du transpolitique. Ah, bah c'est C'est-à-dire que nous quoi? sommes tous dans un temps politique, voilà, mais nous sommes dans un temps transpolitique. Voilà, donc à partir de là, voilà, nous vivons vraiment dans une période euh, qui nous laisse pas le temps. C'est ça aussi, vous voyez, on n'a pas le temps de réaliser ce que nous vivons et collectivement. La vitesse, bon, il fait que voilà, nos grands-parents ne se reconnaissent même plus. Je veux dire, quand ils marchent dans une rue, ils se reconnaissent plus le monde dans lequel ils sont. C'est déjà de la science-fiction pour eux. Mais dites-moi, Les vous qui êtes en province, dans un petit village, lorsque les médias parlent de variole du singe, qu'est-ce que pourraient dire vos voisins ou ceux que vous rencontrez dans les cafés? Est-ce qu'ils se disent, oh là là, un nouveau virus va s'abattre sur nous, préparons nos masques que nous avons cachés dans nos caves, ou ils se disent, non, là quand même, ils nous prennent un peu pour des imbéciles? Oui, bah, je crois que de toute Et non, façon, mais quelle est la maintenant, réaction? Quelle est cette réaction? C'est important de savoir parce que à Paris, je pense qu'ils vont dire ah là là, ils vont ressortir les masques dans les métros, ça je le sens. Mais comment on pense dans cette province qui a voté contre Macron aux européennes et aux législatives? bah, je crois que voilà, les gens sont pas dupes. Moi, je discute avec le boulanger, il me dit quelques phrases et ça résume bien l'état d'esprit des locaux, des gens qui sont nés avec des valeurs traditionnelles, paysannes, simples. Pour eux, ben ça a toujours été la résistance à la campagne, hein, de toute façon. Hein. Donc il y a de quoi se nourrir sur place. On est moins autonome, on est pardon, plus autonome, moins dépendant des approvisionnements parce que localement, il y a une solidarité locale. Donc on peut pêcher, on peut, surtout dans les zones très rurales comme là où je suis, on peut pêcher, on peut faire de son jardin, on peut, voilà. Donc ils prennent ça, oui, comme un spectacle. Ils savent que c'est un spectacle. Hein. Même d'instinct, ils se rendent compte que ce soit Ils ont les compris élections, quoi. On le leur, oui, ils ont on le compris. Je leur veux fait dire, pas. qui n'a pas compris, je veux dire, à part Bah quand on est ici, hors sol. je pense que, enfin pas ici à Radio Courtoisie, mais ici dans Paris, je suis venu en métro là ce matin. Bon, je pense qu'ils ont compris ce que leur a dit TF1 hein, plutôt. Hein. Oui. En fait, c'est aussi la différence du monde hors sol de la grande ville, que ce soit Paris ou Londres ou enfin, n'importe quelle ville. Moi, j'aime beaucoup Paris comme ville, mais après, je n'y vis pas en permanence. Mais je crois que c'est la différence entre les gens hors sol et des gens qui vivent les pieds sur terre et qui sont capables de faire des réserves, de s'échanger avec des voisins. J'ai un voisin qui a une serre. Bon, mais je vais lui chercher des légumes et en échange, on va travailler ensemble sur son champ. Voilà. Donc moi, ça me réapprend des choses de mes C'est ancêtres aussi. en fait c'est la France. Vous êtes actuellement dans la France d'avant, de l'image d'Épinal qu'on voudrait tous retrouver en fait. Oui, c'est drôle que vous disiez Épinal parce que c'est la ville la plus proche. C'est la Ah, grande ville la plus d'accord. proche d'Épinal. Mais oui, bah, c'est de toute façon, je veux dire en même temps, le monde est dialectique, c'est-à-dire que plus nous serons en suspension et plus il y a une poussée contraire. C'est une force dialectique je veux dire, n'importe quel étudiant en philosophie de première année sait que le monde fonctionne comme ça. Et donc, plus on nous
on cherche à nous réduire à portions congrues, et plus il y a des forces de résistance en nous. Seulement, les résistances se font localement, dans des petites cellules. Vous savez, la vie vient des cellules. Et quand elle est menacée, elle revient à la cellule. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, si je voulais donner comment dirais-je, résumer en une formule, ce qui nous incombe le plus aujourd'hui, c'est justement en une formule thématique. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la destruction de tout ce qui est cellule protectrice, membrane protectrice, que ce soit la cellule nationale attaquée par l'immigration massive, que ce soit la cellule familiale, autre échelle de cellules, attaquée par les lois contre la famille et le planning familial, voilà, qui est une autre intrusion. Ou que ce soit même la cellule biologique attaquée par la seringue, par la vaccination obligatoire, c'est toujours la même chose. Et remarquez bien qu'il s'agit toujours à des échelles différentes d'attaquer ce qui est cellule membrane protectrice. Et c'est ça, thématiquement, ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui est une attaque aussi du féminin sacré. Parce que tout ce qui est cellule, c'est le féminin, traditionnellement. Tout ce qui est contenant, membrane, c'est le féminin. La femme, elle fait des enfants dans un ventre, dans un organisme qui est fait pour cela. Et donc, c'est bien le féminin sacré. C'est-à-dire que plus on va dans le féminisme, et plus on détruit le féminin sacré. Ben, on le voit avec l'idéologie transgenre où on a mis un monsieur à la boxe, enfin deux monsieur d'ailleurs, contre des femmes. On s'attaque aussi à elles par cette idéologie, en faisant des hommes des supposées femmes et en considérant que ces supposées femmes comme des femmes. Tout à fait. Alors là, il y a une chose intéressante que je pense, personne ne l'a encore dit. Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi on a attaqué Marie-Antoinette et pas Louis XVI? Pourquoi dites-nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai que oui, c'est vrai que pendant la cérémonie, c'était Marie-Antoinette, c'était pas Louis XVI. En effet. Elle a été montrée décapitée dans une outrance totale, enfin, de mauvais goût, etc. Mais au-delà de l'impression qu'on peut avoir, parce qu'en fait, pour mettre en avant la drag queen, qui est la reine, queen c'est une reine, pour mettre au pinacle une espèce de drag queen zombie là, eh bien, Oui. il faut détruire la reine. Vous voyez, il faut. Donc on se sert toujours d'un. Le processus se sert toujours d'une tradition pour l'inverser et pour la transgresser. Et donc, il y avait deux reines. En fait, les deux images qui restera de cette cérémonie, il y aura une reine décapitée et une reine mise au pinacle. Et il fallait pas que ce soit le roi, il faut que ce soit la reine. Parce que c'est aussi la femme, c'est aussi le sacré, c'est elle qui transmet. Et comme on veut absolument détruire la transmission, la famille, on détruit la femme, on la transforme mentalement en lui disant qu'elle est faite pour être un homme. Et donc, en fait, il fallait que ce soit un symbole féminin. Et d'ailleurs, le Christ a été remplacé par une drag queen, c'est une femme, malgré tout. Donc, en fait, c'est bien. Enfin, c'est un homme. Enfin, sur l'image de la scène, c'est une femme, mais normalement, un drag queen, c'est un homme déguisé en femme. Oui, voilà, enfin, je suis pas spécialiste de leur dinguerie. Ouais, enfin, ils nous ont tellement. Ils nous font tellement mélanger les trucs qu'on n'y comprend plus rien, en fait. Allez-y. L'idée, c'est qu'à mon avis, il y a un lien, même qui n'est inconscient. Même, je ne dis pas que Oui. les concepteurs l'ont pensé, mais il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, on va enfin, prendre une reine de France, qui était d'ailleurs, qui a montré une grande dignité à la fin de sa vie. Quand elle était jeune, c'est quand même un peu volage, etc. Parce que bon, mais à la fin de sa vie, et lorsque la France était donc occupée par la République, moi c'est une occupation pour moi la République. Hein. Donc elle a montré une grande dignité, une grande, et elle a montré qu'est-ce que c'était aussi la tradition par cela. Et donc on va la ridiculiser pour mettre en avant son double diabolique qui est la drag queen. Moi à mon avis il y a quelque chose de cet ordre. Faut pas en faire une explication absolue, mais c'est peut-être pas un hasard. Donc effectivement, et tout ça dans une époque qui se dit féministe, mais un féminisme qui est contre la féminité. C'est ça, c'est-à-dire contre tout ce qui est cellules protectrices. Je l'ai bien dit tout à l'heure.
cellules nationales, familiales, même biologiques, et même la conscience, qui est une sorte de cellule où le monde se reflète en nous. Il faut envahir tout ça, détruire tout ça par des dingueries, voilà. Donc, Alors, c'est bien une attaque contre le féminin sacré. Il s'agit de comprendre l'époque, le moment historique que nous vivons. C'est ça qui est une des clés. C'est ce que je veux insister, c'est que notre arme individuellement, c'est déjà de se retirer si possible des grandes villes, au moins temporairement, enfin de temps en temps, et respirer un air un peu plus, voilà, un endroit, de vivre dans un endroit un peu plus respirable, de revenir au silence, à la méditation, mais aussi à comprendre qu'est-ce qui nous arrive, le moment historique que nous traversons. Il faut essayer de conscientiser tout ça avec des mots, C'est pour ça que j'ai voulu en faire un roman, parce qu'il y a des choses qui peuvent on peut vraiment rentrer dans la subtilité qu'à travers la trame narrative d'un roman. Donc là, j'ai mis en roman, en personnage, voilà, des gens qui se parcourent de la ville, qui parcourent dans Paris, qui échappent à la police. Enfin, c'est un petit roman alors, on va en parler, mais avant ça, le Bobino. Radio Courtoisie pour ces discussions libres et des programmations indépendantes. Commentaires d'auditeurs, bonjour à tous et à chacun, j'interviens au début de cette émission, peut-être également pendant son déroulement, là oui, je l'ai lu maintenant, donc c'est plutôt pendant le déroulement, ayant même tout son déploiement afin d'espérer que les psychopathes connus ne soient pas écoutez, ils osent tout, c'est ainsi qu'on les reconnaît. Recommencer le cirque de 2020-21 me paraît tellement fabriqué, tellement faux que oui. J'ose espérer que le peuple ne restera pas endormi et vous, Radio Courtoisie, devriez alerter sur le mensonge organisé. C'est ce que nous essayons, chère madame. Je suis complètement effaré, d'hélas deviner que beaucoup vont tomber dans ce piège gros comme une montagne. Comme l'annonce votre invité, oui, fort heureusement, il y a des résistants, mais sont-ils assez nombreux, cher Frédéric? Parce que là, regardez, je vais rajouter une petite chose, c'est que sur cette variole du singe, on a rajouté des images. Dans quel sens? On montre des victimes de cette variole avec des boutons, des pustules. C'est assez moche, on va dire, il faut se le dire, quoi. Là, ça défigure. Là, il y a un côté, contrairement à la crise sanitaire d'antan, où on parlait surtout d'une forme de grippe, là, on est vraiment sur quelque chose qui est... qui fait de vous, voilà, quelqu'un non présentable, on va dire, en public. Oui, alors la question était s'il y a assez de résistance, c'est ça? Oui. Est-ce que ces résistants-là, par exemple, est-ce qu'ils seront assez nombreux qu'en plus ils verront toutes ces images qui font peur? Disons, dans la mesure où les gens qui sont censés nous protéger, ils sont payés pour ça, et pas qu'un peu, et ne nous protègent pas. Et par exemple, l'histoire de la frontière, je me souviens, donc, lorsque le coronavirus est arrivé, il fallait surtout pas fermer la frontière. Ça aurait été scandaleux de fermer Alors, la frontière. vous dites crise sanitaire, s'il vous plaît. De la crise sanitaire, pardon. Quand la crise sanitaire est arrivée, donc il fallait surtout pas fermer la frontière. Mais du coup, la frontière, toujours voir thématiquement, on nous l'a reproduit par le masque étant une filtre, une frontière. Donc, vous voyez, on le vit autrement. Et en fait, le résistant, c'est celui qui s'inscrit dans une cellule de protection, qu'elle soit visible ou invisible, et qui, par des collectifs, des associations et autres, les choses peuvent se faire assez rapidement. On conscientise ce qui nous arrive. Et on est dans l'entraide immédiate et concrète des choses qui nous arrivent, dans des besoins. On n'a pas besoin de beaucoup se déplacer comme ça, et donc de contracter les virus. Bon, et un des moyens aussi, cher Mike, c'est de pondérer ces informations sur les médias. Par exemple, ces images que vous décrivez, j'en ai vu une aussi moi-même. J'ai pas de télévision, hein, je refuse d'avoir la télé. Mais enfin, sur Internet, j'ai vu une image d'un homme avec des pustules. Effectivement, il faut éviter de trop être à mon avis, soumis à ce genre d'image, parce que ça nous
ça nous travaille et ça crée une souffrance aussi. Et donc, il faut en fait trouver des stratégies immunitaires, autant qu'on peut le faire. Donc, ne pas rester seul, rejoindre des collectifs, voilà, des lieux. Alors même dans Paris, même dans les villes, c'est possible ça. C'est plus facile dans les villages parce que la vie villageoise est elle-même en soi une vie plus organique où les gens ont quand même plus les pieds sur terre en général et on sait la valeur des choses, etc. Mais voilà, il faut se préparer à ça. Mais ça se fera automatiquement. La France est un pays de résistants. Je dirais même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que c'est peut-être le pays qui est le plus attaqué dans le monde occidental, en tout cas, Ah oui, je suis d'accord. parce que la République est l'une, et parce que nos valeurs universelles sont à la fois une faiblesse. Parce qu'on ne se voit plus comme un peuple vraiment identifié, dans la mesure où on baigne dans ces valeurs universelles. Donc on est à la fois le peuple, le pays le plus attaqué, mais on est aussi celui où on est le plus résistant. Et moi je vois quand je voyage en Europe, je parle quelques langues, je vais aux Pays-Bas, je vais en Allemagne beaucoup, qui est pas très loin d'ici, de là où je vis. J'ai vécu un peu en Angleterre. Mais on n'a pas trop ces peuples ont plus de conformisme, ils ont plus de difficultés à se mettre frontal, à désigner l'ennemi. Alors que nous, on a quand même une tradition en France, dans nos diversités de chaque province, à avoir compris, conscientiser les choses avant. Regardez les Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement pionnier. Les autres pays ont copié, ils ont même revêtu même des Gilets jaunes. Et donc, il y a une prise de conscience plus c'est pas un hasard si le symbole de la France c'est le coq. Et le coq, il a des défauts comme tout le monde, comme tout animal, mais c'est celui qui chante le premier. C'est peut-être un pas hasard. Donc on a aussi un rôle de lanceur d'alerte. Alors, il y a une chose que vous Donc avez dit qui est excessivement importante, c'est ne pas rester seul. L'État veut isoler les gens, et il fait tout pour, par l'enfermement, enfin l'enfermement chez soi, par le fait que l'État, pas que l'État, l'ensemble des grandes institutions, mais privées comme publiques, hein, et je mets les grandes entreprises américaines comme des formes d'institutions privées. Par exemple, en imposant, je sais pas moi, les Netflix et compagnie pour que les gens regardent essentiellement des séries chez eux. Voilà, donc surtout ne pas rester seul. c'est ça. Le piège, c'est l'ilotisme. Je crois qu'on appelle ça l'ilotisme dans la Bible. C'est le moyen par lequel le diable nous attrape, c'est en nous isolant dans une boîte, dans une pièce fermée. Donc, voilà, ne pas rester seul, vous trouvez des formes, formes communautaires, euh, plus ou moins, euh, plus ou moins fortes. Alors, il y a aussi les éco-villages, il y a aussi des tas de choses qui se font, des formules où on se retrouve dans des liens solidaires. Et là, on crée une autre réalité, parce que le groupe n'est pas la somme des individus. Vous voyez c'est jamais. Alors ça, c'est de l'anthropologie, c'est qu'un groupe n'est pas la somme stricte des individus. On crée un autre rapport au cosmos, au monde. Et voilà, trouver des. Alors moi, je suis assez artiste et écrivain et poète, donc je me retrouve avec parfois aussi d'autres personnes où on va s'échanger, on va faire des lectures dans les villages, des choses comme ça. Même si c'est temporaire, mais c'est bien de garder, de créer de tisser. Hein, tisser, c'est le sens du mot texte, c'est tissage, et c'est aussi thématiquement l'idée du tissage de relationnel. Tisser des relations. Alors les artistes, les médecins, chacun peut se retrouver autour d'une activité. Voilà. Bon, on réinvente du tribal, si vous voulez. Alors, question d'auditrice. Bonjour à tous. La destruction de nos repères s'amplifie et nous broie. Comment y résister sans peur et sans crainte et garder espoir? Tout s'effondre et la peur instillée lors de la crise sanitaire, à peine cicatrisée, le pouvoir veut nous replonger à nouveau dans cette vie où notre cerveau a été capturé. La différence est que nous savons de quoi ils sont capables et cela aussi cela aussi la vraie peur, pardon. Nous savons qu'une émotion reste enfouie et qu'une expérience similaire ravive l'émotion précédente. Oui, bien sûr, c'est le principe
c'est un peu déjà la piqûre de rappel. La piqûre de rappel, elle est aussi dans les images qu'on reçoit. Ben, moi, je dis, la question était claire. Comment faire? Ben, un des moyens, c'est de ne pas trop s'exposer à ces images, justement. Savoir que être informé, d'accord, mais ne pas être en permanence devant des. Alors, moi, j'ai pas de télévision, alors j'impose pas mon choix. J'écoute Radio Courtoisie assez souvent. Je regarde certains sites. J'écris sur Agoravox, qui a des informations aussi intéressantes. Mais je suis pas constamment devant un écran. Donc ça aussi, il faut se rendre compte qu'il faut partir se promener. Le corps compte, c'est très important. Donc faire des balades, des promenades, ramasser, ramasser des fleurs, euh, marcher dans la forêt. Alors évidemment, alors même quand on est dans une ville, on peut aller dans des parcs. Se réserver des moments comme ça. Parce que sinon, on peut tomber dans une vision un peu noire des choses et on ne finit par plus voir le réel. Donc l'idée, c'est de revenir au réel immédiat. Voilà, donc temporiser nos temps d'exposition à l'écran. Être informé, mais pas être, comment dire, englouti par ces informations, parce que sinon, ça nous rend pessimistes. Or, il faut toujours garder la joie de vivre. Savoir qu'on a un projet sur Terre. Notre projet sur Terre, en tant qu'être spirituel, c'est de réaliser ce qui nous sommes. Il y a une part d'éternité en nous. On vit à travers l'art ou la contemplation et autres. Et elle est faite pour être conscientisée. Et évidemment, tout le système veut encapsuler cela. Nous réduire à un être de consommation, un citoyen ordinaire, un atome interchangeable. Or, non, on n'est pas ça on n'est pas là sur Terre pour ça. On est là pour réaliser qui nous sommes et tout ça, l'étincelle d'éternité qui est en nous. Je dis rien de particulièrement révolutionnaire, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les textes traditionnels, voilà. Alors, commentaire d'auditeur qui va dans votre sens. Bonjour, à l'écoute de votre émission fort intéressante. Et concernant la varole du singe, il faut être très détaché devant ce matraquage sanitaire et regarder les photos présentées comme un beau résultat de Photoshop. C'est pas idiot. C'est ça. Ouais. Ouais. Et disons, si vous permettez, Marc, allez-y. Mike, quand on a réussi à mettre des mots sur ce qui nous arrive, un des mots clés pour moi, c'est suspension. C'est pas seulement pour faire joli, c'est pour se dire que la solution, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire que plus nous sommes suspendus à travers des décisions qui nous viennent d'ailleurs, ou même voilà, et plus il faut avoir les pieds sur terre. Vous voyez, c'est le contraire. Avoir les pieds sur terre, c'est le contraire d'être suspendu. Plus on veut chercher à nous rendre pessimistes et à nous faire peur, alors là, il faut au contraire s'armer de gaieté, de joie de vivre et de pourquoi pas chanter, se réunir et célébrer la vie. Voilà, en fait, face aux forces morbides, il faut faire le contraire. C'est notre manière c'est notre devoir même. Voilà. Et ça, c'est désigner l'ennemi. Ça aussi, il n'y a pas de politique au sens fort du terme. Je ne parle pas des partis politiques, je parle du politique est en nous, en chacun de nous, sans avoir désigné l'ennemi. Alors, si on ne désigne pas l'ennemi, on est un atome, un fétu de paille emporté par le vent. On est pris par les passions et par les médias. Alors non, voilà, il faut revenir sur Terre. Moi, par exemple, je marche. Vous voyez, je marche beaucoup. Et on peut le faire dans une ville. On sort de chez son appartement, on va marcher dans un parc. Et en conscientisant ses pas. Vous voyez, le pied droit, le pied gauche. Et on revient, on est dynamisé. On est de nouveau vivant. Et c'est vrai que les informations que nous recevons, d'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient, tout ça, on ne sait pas quels médias diffusent cela, qui sont des gens derrière. Ça nous rend, c'est vrai, pessimistes et lourds. En fait, il faut opposer la légèreté à la lourdeur. Ça, c'est Louis-Ferdinand Céline qui le disait. Mais est-ce que vous voyez des similitudes entre la crise sanitaire d'antan et cette variole du singe? Est-ce qu'au niveau de la communication médiatique, il y a des similitudes? Oui, parce que rappelez-vous, un des points communs, c'est que nous avait vendu donc la crise sanitaire il y a 2 ans et demi là, c'était déjà un animal exotique. C'était la chouette, non, Non, c'était le pangolin. Le pangolin. On avait aussi cité La chauve-souris, je crois, ouais. Chauve-souris, voilà. Donc il y a un point commun déjà, c'est qu'on commence à nous annoncer des choses avec des animaux exotiques, voilà.
La chauve-souris, ça fait penser à Batman. Vous voyez, on se dit, tiens, voilà, il y a Batman qui arrive. Et là, on se demande qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va arriver parce que, voilà, on nous présente les choses sous un animal. Alors après, on nous dit que c'est pas du tout ça, c'est un laboratoire qui a fuité, vous voyez. Donc là aussi, euh, notre arme, c'est de dire que peut-être derrière cet animal exotique, le singe, là, il y a peut-être un laboratoire quelque part qui fait des petites bêtises. Qui Un sait? laboratoire qui vous veut du bien, évidemment, hein, Oui, on le sait, et qui ne fait voilà, pas ça pour l'argent et l'argent. Et c'est le ça. pouvoir peut-être aussi. Peut-être que il ne fait pas ça aussi pour aller demander un contrat à Madame van der Leyen par SMS. Non, je ne pense pas qu'il fasse ça pour ça. Je n'y Non, crois pas. Je ne pense pas qu'il soit non, aussi. personne ne peut y croire. Mais C'est absolument impensable ce que vous dites là. non, non, voilà. Alors tiens, je vais revenir un peu sur votre livre, Les Oui, Suspendus. J'ai beaucoup aimé un roman. Et en tout cas, sur le synopsis de votre livre, JO 2024, les Champs-Élysées n'ont pas connu de parade aussi triomphante. Les athlètes défilent sur les caméras du monde entier. Euh, et j'ai l'impression que de revivre cette scène alors que j'ai reçu ce livre, je crois, il y a au moins plusieurs mois, il y a plusieurs mois de cela, quoi. oui, Donc, vous avez pour le coup était un peu précurseur. Vous avez vu ce qui se passerait au mois d'août 2024 déjà il y a quelques mois de cela. C'était écrit, non? oui, c'est-à-dire que dans ce roman, il y a deux trames narratives. Il y a une histoire d'amour. Wilhelm, le héros du livre, qui est un visiteur, il n'est pas français, qui visite Paris. Et au cours d'un bal musette, il rencontre une danseuse, il tombe amoureux, il se voit de temps en temps, elle laisse des messages, mais elle est toujours un peu masquée, on ne sait pas trop. Et ils se rencontrent sur une péniche sur la Marne. Et donc, le film est, enfin, je dis le film parce que vous voyez, c'est révélateur. Je voudrais en faire un film, mais ça n'est pas le cas encore. Ce n'est pas trouvé de réalisateur. Mais dans le roman, en tout cas, ces deux personnages, en fait, on découvre petit à petit que cette Blanche, cette femme chanteuse, danseuse, est à la tête d'un un- comment dirais-je, un groupe d'artistes et aussi des infirmiers et des infirmières qui sont suspendus et ils cherchent à résister, justement, d'où les poursuites avec les gendarmes, etc. Mais enfin, c'est une résistance de potage, c'est-à-dire on fait des quelques graffitis sur les murs, etc. Et on va faire des feux de poubelle à un moment donné, bon, des choses comme ça. Tout ça est gentillet, on va dire, c'est pas, ça porte pas à conséquence, mais il y a quand même une branche un peu plus radicale dans le groupe. Alors l'artiste s'appelle Andreas et lui, il veut carrément faire un enlèvement de chef d'État. Bon, voilà, en profitant des Jeux Olympiques pour arriver avec un hélicoptère et capturer un chef d'État. Bon, et qui n'est, c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est décrié, c'est des méthodes qui sont décriées par le collectif d'artistes. Mais enfin, on ne sait pas si ça s'est vraiment réalisé. Mais c'est vrai que j'avais écrit ça un an avant les Jeux Olympiques et j'avais anticipé qu'il allait se produire quelque chose parce que justement, comme on est dans la société du spectacle, un événement aussi important suivi par des milliards de gens comme les Jeux Olympiques allait être le contexte idéal pour qu'il se passe quelque chose. En fait, il s'est rien, enfin, il s'est pas passé ce que je décris dans le roman, mais il s'est quand même passé l'idée que ben, je veux dire, les terroristes ont été ceux qui ont organisé c'est pas les terroristes extérieurs, les terroristes extérieurs on s'est protégé contre les terroristes extérieurs, mais pas contre les intérieurs. Quoi. Ça, ils ont fait un certain nombre de tableaux ignobles, voilà. Bon, on va pas revenir là-dessus. Et donc voilà, mais c'est vrai que ces contextes-là étaient favorables à l'écriture de mon roman. Donc il y a deux trames, je disais, il y avait deux trames narratives, il y a une histoire d'amour, donc ça touche deux individus, et puis en arrière-plan, il y a cette préparation des Jeux Olympiques, des forces de police, et puis un petit collectif comme ça qui essaye de résister. Donc c'était une manière de rendre hommage aussi à Paris, parce que j'aime beaucoup Paris, je m'y rends de temps en temps, et rendre hommage aussi à un certain nombre de gens que je rencontre régulièrement sur place et dont je parle sous pseudonyme. Alors des écrivains et autres, voilà. Donc, Mais
ce qui s'est passé du coup, parce on a dit voilà, il se passerait des choses, il y aurait un attentat, tout ça. Vous l'avez bien dit, il n'y a pas eu ce que les gens ont pensé. Il ne pouvait pas y avoir, j'imagine, de toute façon. Ils savaient qu'ils étaient attendus, ils ont mis tous les moyens possibles et imaginables. Oui, c'est-à-dire que enfin, moi, je n'étais pas à Paris, donc, mais j'ai compris que les forces de l'ordre ont été, bon, c'était un événement planétaire, donc ils ont vraiment mis la dose, quoi. Et ce qui montre d'ailleurs que quand on veut sécuriser une ville, on y arrive. Vous voyez, c'est une démonstration. Les gens, tout d'un coup, n'avaient pas peur de se faire voler le sac, etc., pendant ces 15 jours. Donc, je veux dire, quand on veut, on peut, quoi. Vous voyez. Est-ce que c'est une Euh, démonstration de dire, des institutions, de l'État profond, etc., de dire, regardez, chers amis résistants, vous êtes bien gentils, mais voilà, nous, on a ça et on sécurise comme on le veut en réalité. Et vous n'arriverez pas à nous faire changer de cap. oui, peut-être qu'il y a, oui, il y a peut-être cette intention, mais je pense tout simplement que financièrement, c'était un défi et qu'il fallait pas qu'il y ait de fausses notes. Donc tout ça a été préparé à l'avance, minutieusement, ce qui montre d'ailleurs que, si je peux me permettre une petite digression, ce qui montre d'ailleurs que les soi-disant manques de goût qui avaient été improvisés et autres, on n'a pas voulu faire ça. En fait, là, on nous prend vraiment pour n'importe quoi, parce que tout ça avait été calibré au millimètre, c'est des budgets colossaux. Donc les gens qui ont fait le spectacle savaient très bien qu'ils allaient provoquer la pudeur. Donc il n'y a pas eu d'attentat, mais il y a eu un attentat à la pudeur. Ouais, Voilà. et un sacré. Alors, pour en revenir au livre, euh, on peut dire que ce n'est pas un livre de fiction, c'est une forme de réalité, certes qui ne s'est pas passé, mais qui est. Moi, j'ai trouvé ce livre très réaliste et j'ai beaucoup aimé parce que je reçois d'habitude beaucoup d'essais et pour une fois que j'ai de la littérature, ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, oui, c'est une trame narrative romanesque. Je crois que dans les situations complexes, un peu obscures dans lesquelles nous vivons, le roman est un recours pour comprendre les choses sur différents plans, à travers des personnages, des situations, des contextes. Moi, je ne suis pas philosophe, hein, j'ai du mal avec les concepts, mais je pense que les images peuvent nous faire comprendre les choses beaucoup mieux que des essais. Alors, il faut aussi passer, pense que c'est les deux. En fait, il faut à la fois être poète, romancier, mais aussi savoir un minimum comprendre le monde des concepts. Mais des concepts qui ne sont pas hors sol, des concepts qui sont toujours dans des contextes, des situations. Donc, merci de cet éloge, mais c'est propre à tout bon romancier qui a un roman, a puissance du roman et de pouvoir nous faire comprendre les choses à plusieurs niveaux. Il y a une polyphonie du roman Alors, qu'on ne trouve pas dans le concept qui, lui, est monophonique. les suspendus chroniques de l'insurrection qui vient, où est-ce qu'on peut le trouver? Ben, le plus simple, c'est de me contacter, Frédéric Andreu, avec un U, Oui. @yahoo.fr. Et puis, j'enverrai les liens aux personnes. Puis, comme ça me permet d'avoir un lien personnel avec des futurs lecteurs. Alors, Frédéric Andreu, ANDREU, Frédéric @yahoo.fr. Andreu, @yahoo.fr. Alors, question d'auditeur. Vous dites que l'idéologie progressiste féministe tend à détruire la féminité. Cette idée commence en effet à se répandre, mais on reste ainsi dans une forme de gynocentrie. Mais le corollaire de la destruction de la féminité est la destruction de la masculinité qui est attaquée vivement, notamment. On enjoint aux femmes d'être des hommes et aux femmes d'être des... attendez. Ah non, et aux hommes d'être des femmes. Bon, n'est-il pas un danger anthropologique aussi grave à détruire la masculinité qu'à détruire la féminité? Oui, ben, de toute façon, ça va de pair. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a une logique, comment dirais-je, dans le réel immédiat, ce que j'appelle moi le réel proche, et le cosmos. Le cosmos, tous les éléments, le cosmos est polarisé, femme, homme, féminin, masculin, terre, ciel, lune, soleil, etc. Et ça, c'est notre réalité anthropologique.
Et pour détruire ça, on mélange les repères. Une femme n'est plus complètement une femme, un homme n'est plus complètement un homme. Et donc, on est soumis à un autre monde qui est le monde mécanique, en détruisant le monde organique. Voilà, en gros, la lutte, si on veut la synthétiser en une formule, c'est le monde organique qui est celui du cosmos, de ce qui nous est donné par les dieux ou Dieu, selon nos croyances. Cet ordre-là doit être détruit pour être remplacé par l'ordre mécanique. Voilà. Donc, C'est quand même très pervers. Ben, c'est un mécanisme qui est à la fois, comment dirais-je, régulier, c'est-à-dire comme une machine qui fonctionne par étapes, par cliquet, vous voyez, et pour ne pas se montrer comme tel, on fait du spectacle. Vous voyez, pour moi, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y a la société du spectacle, donc on va à travers Alors, tout ce qu'on peut trouver. Le spectacle appâte, j'imagine Voilà. que le spectacle est fait pour appâter le chaland, en gros, comme une vitrine. C'est ça. Et ensuite, ce spectacle, ben, vous prend, tout ça. Après, la société vous prend en main. Voilà, c'est-à-dire que c'est créer des rideaux. Donc, on installe des rideaux avec des doublures, voilà. Et puis, et en fait, la France est très sujet à cela, parce que n'oublions pas que la République, en tant que système, c'est aussi une doublure de la royauté. Et oui, dans on quel est dans sens? un système, ben, dans la mesure où la République, elle s'est légitimée en tant qu'elle n'est pas la royauté. Mais en même temps, elle en est un double. Donc on vit dans un système politique qui, même si on ne s'en rend pas compte, c'est pas du tout la même chose en Suisse, par exemple, où il n'y a jamais eu de royauté, donc ils n'ont pas eu alors que nous, on est issus d'une révolution sanglante, sacrificielle, et en tuant le roi et la reine, on a créé toujours des doubles. Et la res publica, c'est pas moi qui le dis, c'est un système qui est un double. Donc on vit déjà dans un double. Voilà. Et donc tout le reste doit être dédoublé de manière, voilà, en double. Le double mécanique doit prendre la place de l'organique. D'où cette lutte acharnée contre tout ce qui peut être tradition. Marie-Antoinette décapitée, c'est ça. On nous rappelle bien que le système tire sa légitimité dans le fait qu'elle a détruit un ordre ancien, qui lui était, bon, il n'était pas parfait, mais il était plus organique. Vous voyez, le roi était l'incarnation d'un peuple, le lien tertiel, etc. Et donc la République, elle cherche à nous faire des citoyens suspendus. Voilà, c'est ça. On n'est plus des sujets du roi, on est d'un ordre cosmique, mais on est des citoyens suspendus. Donc la Terre, bon, ben, c'est une hypothèse, nos vies sont des projets, voilà. Voilà. Et en fait, on perd nos. En France, on est très mentaux, très intellectuels, et c'est ce que les peuples voisins nous disent. Alors c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut, parce que la résistance, elle se fait à travers le retour au réel, et avoir les pieds sur terre, vivre dans des endroits naturels qu'on peut circonscrire, et pas dans des écrans ou des faux infinis que sont les écrans. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que la France est paradoxale, parce que on revient au monde dans un système qui est un double mécanique subliminal et transgressif de notre propre tradition. Il faut que les Français se réalisent que leur tradition, c'est 1000 ans de royauté. Pas 1500 même, 1500. 1500. Et donc, on n'a rien à envier aux pharaons égyptiens, vous voyez, à l'Égypte antique. On a une temporalité, on a une tradition derrière nous, avec des ancrages locaux aussi. Donc, il y a des traditions locales. Je suis en partie alsacien. L'Alsace n'est pas le Paris, qui n'est pas la Bretagne. Mais voilà, revenir à ça, conscientiser tout ça sans ressentiment. Il faut se méfier du ressentiment, du pessimisme. Luc-Olivier d'Algance nous convie, qui est un auteur phare pour moi, nous convie aussi à ne pas rentrer dans le ressentiment et dans des postures parfois réactionnaires qui peuvent être contre-productives. Garder la joie de vivre, revenir à qui nous sommes. Ce sont des choses, connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux. C'est des choses qui ont été dites depuis la nuit des temps. Bien sûr. Alors on a de la chance à Radio... On a de la chance à Radio Courtoisie, on a quand même l'élite des auditeurs. Et donc, je reçois à chaque fois des commentaires, des questions d'un niveau
qu'on n'a pas ailleurs, et c'est pour ça que je suis très content d'être tous les samedis matins à Radio Courtoisie. Donc, commentaire d'auditeur qui cite Jean Giono. Bonjour, si tu n'arrives... Ah, nous dit, si tu n'arrives pas... Enfin, Jean Giono nous dit, si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Et si tu penses mal, marche encore. Voilà, je voulais le citer. Tout est dit, hein, tout est dit là. Là, faut se dire, tout est dit. Et je remercie cet auditeur de nous avoir envoyé cet extrait. Alors, comment l'invité et vous-même allez réagir si Dieu nous en garde, il nous oblige à des injections. Bon, bah écoutez, moi j'ai réagi à l'époque, Bah tiens, je vais vous donner un exemple. On nous a obligé les injections, je n'en ai pas prise. On nous a obligés pour venir à Radio Courtoisie à avoir un QR code, je n'en ai pas pris et j'ai fait les émissions. Hein. Donc voilà, ce sera pareil, chère madame. Hein. Je pense que ce sera pareil pour vous, cher Frédéric. Oui, ben dans les villages, de toute façon, on est assez isolé. L'Est est une région de résistance. Hein, c'est toujours été. Parce qu'il y a des environnements le permettent. Il y a des vastes forêts, il y a des massifs, il y a des endroits où on ne peut pas facilement contraindre les gens. Oui, il faut aussi prévoir ça, évidemment, avoir une base autonome durable. C'est un terme que je reprends d'un autre personnalité, et garder nos résistances. Parce que la joie, voilà, surtout ça, la joie de vivre, garder comme un trésor en nous cette étincelle d'éternité qui est en nous et qui vibre à l'aune de l'art, de l'amour, de la rencontre véritable, voilà, des petites choses de l'existence qui font rayonner qui nous sommes. Voilà, donc c'est des choses très simples, mais qu'il faut rappeler, parce que voilà, et de même qu'il y a des piqûres de rappel dans le mauvais sens, et il y a aussi des piqûres de rappel dans le bon. Ben oui, il faut dire aussi aux gens que malgré leur puissance, malgré leur argent, leurs médias, leurs institutions, leurs lois et tout ce que vous voulez, vous êtes vous-même indépendant en tant que personne et avez vous-même en tant qu'individu le moyen d'agir. Voilà, tout simplement. Disons que ça part de l'individu. Oui. La prise de conscience part de l'individu, et où qu'on soit, qui on peut être, quelles que soient nos lectures et nos compétences, dans nos métiers, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a des procédures qui ne sont pas naturelles. Moi, j'ai rencontré plein de gens pendant un temps. Je fais de l'accueil chez moi. Hein, je fais de l'accueil des cyclistes qui parcourent des pays entiers. Je suis dans des associations de cyclistes. Bon, je rencontre des gens et des corps de métiers très différents. Je ne les connais pas à l'avance. Et tous me disent un petit peu qu'il y a quelque chose qui est antinaturel dans leur existence, dans leur métier. On impose des protocoles qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Et voilà, il faut revenir à faire sécession avec ces dispositifs, quels qu'ils soient, déjà dans la vie professionnelle, beaucoup. Voilà, et se retrouver, mais le bon sens est là, hein, faut pas croire. Les gens, dans leur vie, voilà, il leur arrive des épreuves. Alors chacun, les auditeurs, les spectateurs qui nous regardent, ont tous des exemples dans leur propre existence. Alors ça, je ne peux pas savoir, chacun a sa vie, mais les rencontres peuvent changer les choses. On reçoit des signes, on reçoit des événements qui deviennent des signes, comme des panneaux indicateurs. Et ça, faut être sensible à ça aussi. Voilà un moyen de résister aussi, c'est de savoir que le cosmos parle, il nous envoie des messages. Alors moi, je suis assez traditionnaliste dans cette conception, et je pense qu'on n'a rien de fait de mieux que la tradition. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut nous la détruire. Si c'était pas l'antidote absolu, la tradition, ben, on chercherait pas à nous la détruire en voulant nous transformer en citoyens suspendus, mentalement, physiquement. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que on veut détruire la tradition par quelque chose de nouveau, enfin, dont ils veulent faire une nouvelle tradition, quoi, en fait. Oui, seulement. Alors, Luc Olivier d'Algange a la réponse. Il donne une réponse. La tradition
Alors, c'est un anti-réactionnaire, c'est intéressant, mais un traditionnel. La tradition n'est pas dans le passé. Alors, je sais bien que j'ai des amis aussi qui sont traditionalistes, catholiques ou autres, et ils s'imaginent que c'est en vivant comme au XVIe siècle qu'on va retrouver une réponse. En fait, la tradition elle est dans l'âme. Et dans notre âme, le fait d'être sur Terre, il y a déjà un plan. Et elle est dans l'âme. Elle ne demande qu'à être conscientisée. On n'a besoin d'aucune recette, d'aucune église, même pour ça. On a besoin de conscientiser ce qui est déjà là, qui a toujours été là de toute éternité. C'est vrai que le mécanique est dangereux parce qu'il est un double subliminal de cette tradition. Et nos écrans remplacent les dieux. Novalis a dit une phrase très juste lorsque les dieux se retirent, ils sont remplacés par des spectres. Bon, il écrivait à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, il écrivait au XVIIIe siècle. Mais Novalis anticipait déjà sur notre vie d'écran. Donc, comment dirais-je, les moyens subtils que nous avons pour revenir au réel et à la tradition, eh bien c'est de voilà, nous éloigner un peu des écrans, de temporaliser en tout cas les temps médiatiques, revenir à la terre, aux choses simples, aux rencontres véritables, voilà, et essayer de lutter contre les suspensions modernes. Alors, je vais donner votre... Parce qu'on me demande, est-il possible de redonner l'adresse mail de Monsieur Frédéric Andreu? Frédéric Andreu, tout attaché. Alors, Frédéric comme Frédéric, sans les et, évidemment, hein, parce que c'est par mail. Andreu, A-N-D-R-E-U, Andreu, @yahoo.fr. Frédéric Andreu, @yahoo.fr. Tout attaché. Alors, il y a un chapitre que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est la spirale du merveilleux. Et on a l'impression, oui, en effet, qu'en 2024, on est plutôt dans une forme de contraire. On n'aime pas trop le merveilleux. On aime autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le merveilleux, ou disons le réenchantement du monde passe. C'est là où l'individu est responsable. Il est la clé. Ça passe déjà par une prise de conscience. Ce qui est autour de nous est poétique. Voir le ciel bleu, les arbres verts, être subjugué par l'enchantement d'une rivière. Vous voyez, c'est comme ça qu'on résiste aussi. Ce ne sont pas que des rêveries de poètes, ce sont des choses qui nous sont données. Et c'est vrai que le monde est. Moi, j'ai pris cette formule de la spirale du merveilleux, c'est-à-dire qu'on est pris par à un moment donné dans sa vie, quel que soit le moment de la spirale, hein, à un moment T, on est pris par une spirale et nos vies, notre mission de vie sur Terre peut être déclenchée par ce merveilleux. Et pas seulement par la réflexion intellectuelle et par le concept. Mais on a l'impression qu'on nous impose le moche, le laid. On est rentré dans cette époque, non? Oui, regardez Paris, moi, j'aime beaucoup Paris, j'aime en tout cas pas Paris en soi, mais des L'architecture. ruelles, certains quartiers, l'architecture, était une capitale et maintenant c'est devenu une mégapole. Le centre a disparu, la souveraineté a disparu et ça se voit à travers la mocheté. Les banlieues deviennent moches, les matériaux utilisés dans l'architecture deviennent standardisés, vous voyez, et il y a du plastique, il y a des choses. Alors évidemment, tout ça contribue à nous, comment dirais-je, l'environnement dans lequel on vit, évidemment, impacte notre santé mentale, Alors moi, je suis très visuel, tout ça impacte beaucoup chez moi. D'autres, ça va être le bruit, le son, mais c'est vrai que il est nécessaire de se trouver dans des environnements porteurs. Ça, aussi. Voilà. Alors donc la nature, une belle architecture, mais vous savez, à Paris, il y a des églises magnifiques. On peut, dans 2 stations de métro, se trouver des moments pour marcher dans une église, une cathédrale, ou dans des parcs publics magnifiques, des petites ruelles charmantes. Donc, en fait, il y a quand même toujours un moyen voilà, de trouver des moments dans sa vie, dans sa journée, pour se renouer, se redéclencher cette spirale du merveilleux qui est en nous et qui contient cette mission de vie
quasi transfigurique, parce que nous sommes là aussi pour transfigurer notre propre individu. Et l'art contient, ou l'âme contient, la tradition qui est dans l'âme et pas dans le passé, dans un passé fantasmé, euh, elle contient une étincelle transfigurique qui nous fait voir le monde différemment. Jésus dit rien d'autre avec d'autres mots et à une autre époque, vous voyez. Voilà, ça, il faut comprendre que nous sommes des êtres cosmiques qui ont un plan à réaliser en nous. Bon, je ne dis là rien d'étonnant. Simplement, ce qui était des choses plus ou moins perçues inconsciemment avant deviennent des choses qu'il faut rappeler aujourd'hui parce que les individus croient être des atomes interchangeables. On leur fait croire déjà que ce sont des citoyens. Bon, déjà citoyens, que ça veut dire. Enfin, vous voyez. Euh, et, euh, et, et qui sont voilà, ils ont un travail, ils vont être suspendus ou remplacés. Et en fait, non, ils ont d'autres missions qui peuvent vivre. Enfin, on est amené à cela dans notre existence Donc voilà, profonde. n'hésitez pas, voilà, ce très beau livre, Les Suspendus, chronique de l'insurrection qui vient. Et d'ailleurs, si parmi nos auditeurs, il y a des romanciers ou des essayistes, n'hésitez pas à m'envoyer vos livres à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et je serai avec grand plaisir, je vous inviterai pour parler de votre livre à l'émission de Libre Journal de Controverse le samedi matin. Des questions arrivent, des questions arrivent. Bonjour, personne ne suit ce qui se décide au sein des institutions aux USA. Étant très au fait de ces infos, je vois que mois après mois, les décisions qui y sont prises finissent par être transposées en Europe. À votre avis, les choses s'accélérant, pourquoi les médias alternatifs n'y font pas attention? Merci et bravo. Eh ben si, on y fait attention, mais justement, tiens, la question est, en Amérique, il se passe des choses. Est-ce que ces choses qui sont en Amérique vont-elles arriver dorénavant en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que c'est une évidence parce que ça arrive. Je veux dire, tout ce qui arrive aux États-Unis avec un décalage de 20 ans ou 30 ans arrive chez nous. Donc, le wokisme est un exemple. Mais c'est vrai que euh, euh, ça semble être imparable. Et c'est vrai qu'en tant qu'Européens enracinés, une des choses qu'on doit absolument faire, alors ça, c'est un autre degré de la lutte. Parce qu'il y a des luttes locales, régionales, nationales et continentales. Et là, c'est vrai qu'on doit s'affirmer comme on n'est pas des Européens, des Américains. Et que même si on peut avoir du respect pour le peuple, mais le système qui prévaut aux États-Unis, l'ultralibéralisme, quels que soient d'ailleurs les présidents, hein, ça ne changera rien d'un autre ou un autre, est très est mortel pour l'Europe, en fait. Nous sommes une colonie de l'Amérique. François Mitterrand l'avait lui-même dit à la fin de sa vie, nous sommes en guerre et qu'on ne le sait pas. Donc déjà, il l'avait dit noir sur blanc dans un livre. Donc, faut comprendre que nos intérêts sont absolument pas. En fait, on a l'impression que les présidences, les gouvernements depuis malheureusement depuis déjà pas mal de décennies font le contraire de ce qu'il faudrait. Alors là, on voit bien cette russophobie qui nous éloigne de la Russie et cette soumission de plus en plus au traité commercial avec le Canada, l'Amérique. En fait, il faudrait faire le contraire. Et c'est là où on voit qu'on est dirigé par des gens nocifs qui font exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Vous voyez. Donc là aussi, il y a la désignation d'un. C'est pas le même échelle. C'est pas à une échelle locale, c'est à une échelle régionale ou continentale. Moi, à ma petite échelle, j'essaie d'entretenir des liens avec des Russes. Vous voyez, j'ai été 3 fois en Russie, bon, une fois à bicyclette, et ce n'est qu'à l'échelle individuelle, mais je maintiens un lien, ne serait-ce qu'on voilà, on reste en lien ensemble, on parle de choses et d'autres. Bon, ils n'ont pas de liberté totale là-bas en Russie, donc parfois on ne veut pas aborder des sujets, mais voilà, rester en lien avec la Russie, qui est quand même un moyen de rééquilibrer. Je ne dis pas qu'il faut être soumis à la Russie, mais je dis que pour rééquilibrer la balance géopolitique dans laquelle nous vivons, il faut recréer des liens forts avec la grande puissance qu'est la Russie, parce que justement, elle est Moscou est un peu une troisième Rome, et c'est un conservatoire et une puissance mondiale qui peut qui peut rééquilibrer les choses. Et nous sommes géographiquement entre les deux, culturellement et géographiquement entre la Russie et les États-Unis,
mais on est trop dépendant des États-Unis. Mais j'insiste, je ne suis pas contre les Américains. Je trouve qu'il y a même il y a une inventivité et il y a parfois chez eux un génie qu'il faudrait aussi s'inspirer. Donc, merci voilà. à vous, cher Frédéric Andreu. L'émission se termine. Voilà, c'est vrai que je dois rendre l'antenne. Frédéric Andreu, son livre Les Suspendus, chronique de l'insurrection qui vient. Découvrez son œuvre, parce qu'il n'a pas que ce livre, c'est un romancier assez prolixe. Contactez-le pour recevoir ses romans à frédéricandreu@yahoo.fr, frédéricandreu@yahoo.fr, Andreu, Andreu, voilà. Et tiens, dernier commentaire d'auditeur. Nous ne savions pas que nous voulions, mais nous savions ce que nous ne voulions pas. Très beau. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci, cher Frédéric Andreu. Voilà, je le répète, si vous avez des livres, n'hésitez pas à me les envoyer ici à Radio Courtoisie. Je les lirai avec grand plaisir et je vous inviterai ici à cette table pour en parler. Passez, chers amis, un excellent week-end et nous, on se voit la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.